football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Nord et des Arabes. Salut à toutes et à tous, Zonard et Zonard. Voilà, on a envie un petit peu d'officialiser ce terme de Zonard. Ça y est, on est en plein dans l'Euro. La dernière fois, c'était avant le début de l'Euro. Là, on est au lendemain de la victoire des Bleus. Hier avait lieu France-Autriche. L'entrée en liste des hommes de Didier Deschamps qui s'est soldée sur une victoire. 1-0. On est très heureux de vous retrouver pour cette première officielle. Maintenant que l'Euro a débuté, on n'est pas très très loin d'ailleurs de la fin de la première journée de cette Euro. Pardon, grave beau. Très beau aujourd'hui. C'est vrai, ouais. Il disait tout l'inverse il y a 5 minutes. Moi j'ai pas changé d'avis, c'est toujours aussi beau. C'est vrai, tu as un joli maillot. Comment ça Merci. va, messieurs? Très bien. All is good, Jojo, Bobo. Vous avez maté où le match hier alors, Jo? Maison depuis 5 jours, malade au top, quoi. La folie. Ouais, ça donne envie de passer des petites soirées avec lui. Et toi, tu l'as maté où, Bobo? Moi j'étais au Grand Rex avec Iconic Club. Donc je recommande fortement. Je pense qu'ils referont ils ont fait ça toute l'année, de diffuser des matchs dans des cinémas. Il y avait 1200, 1300 personnes, je crois. Ouais. C'est plus qu'à Louis II déjà. Et non, mais l'ambiance était folle et donc voilà, ils organisent des diffusions de matchs comme ça dans des lieux un peu insolites. Et il avait fait avec le Paris Saint-Germain, avec l'Olympique de Marseille cette année notamment en Coupe d'Europe. Et donc là, ils le font pour l'Euro et je pense qu'ils vont réitérer l'expérience pour les huitièmes. En tout cas, je leur souhaite et je le souhaite même aux gens parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Ouais, j'ai été très surpris. Le copain Amine, d'ailleurs, exactement. À qui on fait un petit coucou. Donc, n'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a toujours une grosse ambiance. C'est Iconic Football Club, je crois. Iconic Club. Iconic Club. Voilà, pour vous donner un petit peu envie et puis vous contactez l'équipe d'Iconic Club si vous voulez aller regarder les matchs là-bas. On va évidemment débriefer cette victoire de l'équipe de France face à l'Autriche d'hier soir. Et puis, on va revenir aussi un petit peu sur le début de cette Euro qui est plutôt pas mal, quand même. On ne va pas se mentir et se cacher. C'est la meilleure compétition de notre vie. Plaisir. Gardez-en un petit peu, on lance l'émission, on va débriefer de ce début d'Euro et de la victoire de l'équipe de France. À tout de suite. Le mec, il dit à tout de suite. Bah ouais, désolé. Je suis très excité de retrouver tous les honneurs. Tu nous as pas dit que tu avais regardé le match? Eh bien, à la maison, avec des copains. Voilà. Pas trop dérangé par les héritiers Si, les 15 premières minutes, mais après... donc t'as pas vu tout le match? Si, mais j'avais un héritier en l'occurrence. Il a pas vu tout le match, ok, j'ai compris. Si, j'ai vu voilà, j'étais pas tout seul, autant pour moi. Bon. Le football est de retour, messieurs. Le football est de retour. Non, blague à part. Donc avant vraiment de rentrer dans ce débrief très précis de ce France-Autriche et de la victoire donc, des Bleus, rapide retour sur le début de cette Euro. Comment vous avez trouvé un petit peu la compète? Est-ce que vous kiffez pour l'instant, Bobo? Je kiffe de fou. Hein. Je kiffe. Je trouve que dès le match d'ouverture, tu vois, le ton a été donné. Tu as un match hyper spectaculaire. Alors, le scénario du match qui a souri à l'Allemagne, hein, forcément, qui s'est facilité la vie avec un carton rouge pour les Écossais. Mais dans l'absolu, je les ai trouvés... Enfin, tu vois, j'ai été hyper hypé par le match, par l'ambiance, par l'intensité qu'ils mettaient. Et j'ai trouvé que que ça se confirmait journée après journée. Tu vois, samedi, j'ai kiffé les matchs, dimanche aussi. Hier, j'ai pas vu ceux de l'après-midi. Donc, il y avait Pays-Bas, top. Exact. Ouais, j'ai pas vu, mais tu vois... Et hier soir, un peu plus painful, le hier soir pour nous. Mais, Enfin, il y a, hormis un match ou deux, peut-être l'Angleterre qui était un peu moyen en deuxième mi-temps encore. Ouais. Parce que la première était pas mal. Ouais, après, c'était pas... il y a quand même eu des occasions. T'as pas de but, mais c'est pareil sur Italie-Albanie. J'imagine qu'on reviendra un peu en détail sur les trucs, mais globalement, dans l'absolu, tu vois, même des matchs qui étaient un peu serrés, j'ai trouvé qu'il se passait quand même des choses. Il n'y a pas un match où, tu vois, je me fais chier et peut-être à la tentation de prendre le téléphone et commencer un peu à regarder autre chose. Quoi. Non, mais vraiment tous les... Enfin, je me permets de donner mon avis. Bien sûr. Tous les matchs, quasiment que des équipes avec des velléités offensives, avec ça se projette, ça envoie du physique, mais dans le bon sens. Ouais. Du physique pour vraiment prendre le dessus sur l'adversaire, pas pour défendre comme il faut, plus que l'adversaire. J'ai adoré, beaucoup de buts, beaucoup de beaux buts, aucun 0-0. C'est vrai qu'il n'y a aucun 0. Déjà, lors du dernier Euro, il y avait au moins, alors j'en ai un avec Espagne-Suède, et je crois qu'il y en avait un où au moins un, c'est sûr, et peut-être même 2-0-0 pour l'instant, avant la rencontre de ce soir. Très bon arbitrage, malgré un peu de trucs, mais je trouve qu'il n'y a pas eu de point où on a perdu du temps, où il s'est passé... Là, je trouve que les arbitres font un peu plus jouer, et cette nouvelle règle de ne pas pouvoir trop rouspéter ou discuter avec l'arbitre,
je trouve que ça met beaucoup plus de clarté dans le déroulement des matchs. Alors, Jo, je sais, excuse-moi, après Bobo, on reviendra sur ce que tu voulais dire. Je sais que tu as pour habitude de bouder un petit peu les sélections nationales. Bon, là, c'est une compétition officielle, mais pour l'instant, voilà, est-ce que ça te réconcilie un petit peu avec les équipes nationales? Pour Bobo, c'est un des plus beaux tournois pour l'instant auquel j'ai assisté. Ouais, moi, Et encore, il n'y a qu'une journée de... Après, j'espère que ça continuera comme ça, mais physiquement, en tout cas, c'est très impressionnant. Ouais, pas mal de buts, des matchs assez spectaculaires jusqu'à présent. 26 buts. Alors, non, si je prends en compte, il y a eu combien? Il y a eu 3-1 pour la Turquie face à la Géorgie. Voilà, on tourne juste après Turquie-Géorgie, là, qui vient de se terminer. Donc, victoire 3-1 des juste pas le match des du Turcs. Portugal. En fait, Pardon? On n'a juste pas le match. Voilà, il nous manque juste ça. Donc, en 11 matchs, on est à 26 plus 4, 30. Ce qui est plutôt pas mal. Quand même, on va pas se mentir, c'est plutôt spectaculaire. Tous les talents, tu comptes comme ça. J'ai fait match sup, match spé, voilà, bonne. Carrière classique. Il n'avait pas prep en plus. Non, c'est celle que je sors à tout moment. Voilà, les grands fans de H auront forcément la référence. Alors justement, tu disais un petit peu qu'il y avait, je ne sais plus si c'était Jo ou toi Bobo, qui disait que les deuxièmes mi-temps étaient un peu plus éteintes. J'ai l'impression que, alors j'ai calculé un petit peu, il y a eu plus d'un tiers des buts dans de ce début. quart d'heure. Ouais, dans les 20 premières minutes. Ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, ce qui m'a hypé aussi, c'est que tu n'as pas de truc quand même trop attentiste. Alors, tu sais, on est rarement satisfait à 100%, parce qu'on va dire, ouais, mais on n'est pas attentiste au début, ça commence fort, et puis en deuxième mi-temps, ça se gère un peu. Je préfère ça plutôt qu'il se passe rien en première mi-temps, que tu ne sois pas sûr qu'il va se passer grand-chose en deuxième. Donc là, on a quand même des équipes qui, dès le début des matchs, mettent les éléments qu'il faut pour aller marquer. On l'a vu avec l'Albanie contre l'Italie, tu vois. Tout de suite, ça... Moi, La Slovaquie, par exemple. Ouais, alors, c'est le... Tu vois, je te disais, je ne l'avais pas vu ce match-là, mais c'est pareil, sauf qu'ils n'ont pas réussi à retourner le match, même si, bon, il y a eu beaucoup d'occasions côté... Et de buts refusés pour la Belgique. En fait, ils ont fait le même match que l'Italie, sauf que ça c'est pas rentré. Mais je me dis, tu vois, heureusement, par exemple, qu'il y a eu ce but-là de l'Albanie dans Italie-Albanie, parce que quand tu vois ce que propose l'Albanie dans le reste du match, si jamais on était parti... tu vois, qu'ils n'avaient pas marqué et qu'on avait eu affaire à, tu vois, à 10 mecs dans leurs 25 derniers mètres et que ça ne bouge pas du match, t'es pas à l'abri, en fait, bon, à mon avis, ils auraient craqué quand tu vois... Raison de plus, ouais. Ils marquent. Et après, tu te dis, bon, là, l'Italie, pour marquer, on va se taper un match horrible. Et ils marquent tout de suite un but, deux buts, alors que c'est pas l'habitude qu'on a de l'Italie de marquer tout de suite des buts quand il faut les mettre, tu vois. C'est plus l'inverse. Moi, je les ai trouvés quand même, tu vois, assez réactifs. Tu vois, il n'y a pas eu d'atermoiement sur qu'est-ce qu'on fait, etc. Tout de suite, ça a été mettre de l'allant, aller vers le but adverse. Moi, je suis agréablement surpris par, tu vois, même les dispositions offensives de certaines équipes qui, on va dire, historiquement, ne sont pas forcément les équipes qui vont attaquer le plus. Tu vois, l'Italie m'a... ça m'a, je sais pas, je me suis réjoui de voir que, tu vois, tout de suite il y a eu un truc, ça joue vers l'avant, on n'est pas dans le stéréotype de ce qu'on croit connaître du jeu de l'Italie. C'est quand même. Donc ils le font avec quasiment sans attaquant, quoi. Enfin, ils ont un seul vrai attaquant qui est Chiesa, et encore c'est pas un numéro 9, mais le reste on sait que c'est pas forcément. Ouais. C'est pas un numéro 9 de club, match, de très grand club, si je puis dire. Moi, je pense qu'il y a une petite cote un petit peu intéressante là à prendre, c'est, je pense que l'Italie peut aller loin sans qu'un seul attaquant ne mette un but. Ce sera toujours des milieux de terrain où on sait qu'ils ont des latéraux plutôt offensifs. T'as pas trop le choix, de toute façon, vu l'effectif et l'animation offensive. Non, mais tu sais que cette équipe, bon, déjà, ils vont jouer la Croatie et l'Espagne, donc déjà, ça va être compliqué de marquer. Ensuite, en huitième, ils ont potentiellement, on verra plus tard, mais un match en prévision en quart contre l'Angleterre. Donc oui, déjà, de manière générale, tu penses que l'Italie ne marquera pas beaucoup de buts. Après, tu vois, tu parlais de Chiesa, il y a quand même un profil qui fait jouer les autres aussi. En plus, donc tu ne vas pas s'attendre à ce que ça soit lui qui mette 5, 6, 7 buts dans la compétition quand tu vois la débauche d'énergie qu'il a en général et comment il s'efforce la plupart du temps à aller charbonner pour pouvoir donner des bons ballons aux autres et libérer les espaces. Il est fort, Alexis, parce qu'on fait une émission sur l'Italie parce que... Alexis Grasse. Non, c'est vous qui êtes venu sur ce terrain-là. On évoquait ces deuxièmes mi-temps un peu plus calmes, un peu plus éteintes ou moins intenses. Comment vous trouvez les grosses stars pour l'instant dans cette compétition? Moi, je me suis un peu fait ce constat-là, cette réflexion. J'ai l'impression que il y a peut-être une certaine fatigue qui est ressentie peut-être sur toute la saison. On parlera un peu plus précisément du match de l'équipe de France. Tu parles de Bellingham ? Je pense à Jude Bellingham qui vraiment s'est éteint
il a été très bon sur les 20, 30 premières minutes et c'est éteint après. Je pense à aussi Antoine Griezmann qui a été très bon sur la première demi-heure, qui s'est carrément éteint. Et je me suis fait cette réflexion-là en voyant N'Golo Kanté exceptionnel de la première à la 90e minute. Et étonnamment, c'est celui qui a fait une saison qu'à 30 ou 40 matchs. Quand on voit vraiment les grosses stars qui font 50 à 60 matchs, qui vraiment... Pour l'instant, tout le monde prend le contre-pied de ce que j'ai dit la semaine dernière. Tu vois, j'avais dit N'Golo, moi j'avais mis des doutes sur son niveau, sa capacité à pouvoir élever son niveau de jeu, à mettre de l'intensité, etc. Tu vois, alors que parallèlement, j'avais dit, j'espère que Jude Bellingham va un peu marcher sur l'eau, etc. Je l'ai trouvé, moi j'ai trouvé que même pas 30 minutes, en fait, j'ai trouvé, il marque, et puis après, en fait, il fait pas grand-chose du match, si ce n'est de montrer de l'agacement, de l'énervement, de la provocation un peu... complètement à côté de la plaque. Enfin, tu vois, genre quand il va mettre un coup d'épaule dans le torse du joueur serbe, tu sais même pas pourquoi trop il y va, parce que le mec le calcule même pas en plus. C'est pas un match qui avait l'air très tendu. J'ai l'impression qu'en plus de la fatigue, il y a un truc de vouloir jouer un rôle. Tu sais que depuis la Coupe du Monde 2022, ils ont tous enchaîné énormément de matchs. Parce que tu as eu la Ligue des Nations, tu vois. Donc l'année dernière, ils n'ont pas eu beaucoup de repos. Au début de la saison, tu avais des joueurs qui étaient sur une forme stratosphérique. Je pense encore à Griezmann, par exemple, qui a fait une première moitié de saison fantastique. Et ils ont eu besoin un peu, même Mbappé, c'est pareil. Mbappé, il a été très fort au début de la février, saison. Ouais. Et voilà, je pense qu'ils ont un peu géré leur saison et que c'est un peu compliqué aussi de remettre... Après, si jamais tu joues contre l'Autriche, tu vois que tu vas te faire laver, tu vois. Si tu joues contre la Roumanie, tu vois que les mecs, ils sont là à 100% dès les premiers matchs. T'as un peu l'impression que t'as des équipes, c'est un peu comme ils sont formatés pour jouer très très fort au départ et d'autres plus pour monter en puissance. Ce qui est généralement le cas des grandes nations. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Et justement, puisque là vous évoquez plusieurs nations, est-ce qu'il y en a une qui vous a plus impressionné qu'une autre, Boris ? Moi je disais tout à l'heure, l'Allemagne, je pense que tu vois... Je l'avais mis en deuxième, alors en attendant de voir ce que le Portugal fait, mais je l'avais mis derrière le Portugal sur mon ranking de favoris, en partant du principe que jouer à domicile, ça allait quand même être un gros avantage. Et on a vu qu'au-delà de ça... Surtout avec Turpin en plus. Ouais. Avec Turpin comme arbitre en plus, c'est bien. C'est plutôt bon en plus. Hein, mais il est plutôt avantagé quand même, un peu... Ouais, il a fait un peu arbitre. Il y a quand même une énorme faute du milieu allemand qui sort à la mi-temps là. Ah oui. Qui peut prendre rouge et qui en refait une encore derrière. Mais tu vois, en tout cas, j'ai trouvé que Wirtz et Musiala avaient été au rendez-vous. Que, tu vois, il y a un truc de fraîcheur, en tout cas, et qui ne calculent pas trop. Tu vois, qui sont vraiment dans le... Parce que mine de rien, tu vois, les avoir titularisés, c'était quand même... Bon, c'était attendu, mais c'est quand même... tu vois, leur première vraiment compétition internationale où ils démarrent et ils ont un peu la responsabilité sur leurs épaules. Musiala, il a déjà été... Ouais, mais là, tu sens qu'il y a un truc quand même... On passe un gap en termes de statut, tu vois, au-delà de... Non, évidemment, bien sûr, mais il a déjà fait la Coupe du Monde. Oui. Mais là, on lui donne les responsabilités un peu tu vois, du jeu offensif, et avec Wirtz, je trouvais que ça marchait plutôt bien, et moi, j'ai hâte de les revoir, donc tu vois, c'est quand même plutôt bon signe. Petit bémol quand même, parce que je trouve que vraiment, l'Écosse font un bon début de match, et bizarrement, ils se prennent 2 buts, tu vois, et ils prennent le rouge tout de suite très vite. Donc faut voir. Non mais c'est évidemment que c'est à relativiser et à voir dans les autres matchs. Mais je suis curieux de les. Enfin tu vois, je suis un peu hypé de les revoir et voir s'ils confirment ou si c'était que juste le scénario du match. Tu vois, le fait que après tu prends un rouge, t'en as déjà pris 3 à la mi-temps. Enfin il y a quand même 4 non. Prochain match pour la Hongrie, ça va être un test. Ouais, Allemagne-Hongrie. La Hongrie qui a déjà perdu 3-1 contre la Suisse, ce sera mercredi. Allemagne-Hongrie, donc la Hongrie qui joue déjà sa survie dans cette Euro. Je rajoute l'Espagne quand même. Ok, Espagne qui a mis 3-0 en une mi-temps face à la Croatie. L'Espagne m'a beaucoup plus impressionné que... Bon, l'Allemagne s'est rendu le match facile aussi, tu vois. Ouais. Mais l'Espagne, ils jouaient une grosse équipe qui est passée à côté, certes, mais quand même, il faut les faire passer à côté, la Croatie, qui restait sur beaucoup de très très beaux résultats, la Croatie. J'ai trouvé qu'il y avait... Alors, l'Allemagne, elle dégage une puissance, un rouleau compresseur allemand, tu vois, vraiment classique d'une Mannschaft puissante et qui va vers l'avant, qui ne s'arrête jamais, en fait. L'Espagne, c'était plus en maîtrise, en contrôle technique. Ouais. J'ai vu vraiment une équipe sereine, calme, posée, puissante aussi.
Et voilà, ils ont une occasion, ils marquent, une deuxième, ils marquent. C'est le haut niveau, quoi. C'est le très très haut niveau pour Et moi. puis, tu vois, il y avait un truc que j'avais pas trop l'habitude de les voir faire, c'était de trouver de la profondeur. Ouais, Tu vois, ils ont été souvent touchés Morata dans le dos des défenseurs. Ouais. Et ça rajoute aussi un truc un peu sexy dans cette équipe qui est pas juste le tiki-taka, tu vois, qu'on croit connaître et qui à un moment va trouver l'espace pour tirer. Là, j'ai trouvé tu vois, même dans la variété du jeu, et donc je rejoins Joe aussi sur l'Espagne. C'est vrai qu'il y a 10 ans, l'Espagne, le trio offensif, c'était David Silva, Andrés Iniesta et Serge Fabregas. Ouais, non, pour la profondeur, c'est autre chose. Et puis enfin, on voit Fabian Ruiz sans des joueurs de côté qui ne font que sprinter. J'embrasse mes amis parisiens, que je suis. Mais attention, parce qu'Alvaro Morata qui est sorti blessé contre la Croatie, donc il faudra voir aussi, suivre ça. Il est fort. Hein. Espagne-Italie, c'est... Alexis. Il est fort. Ouais, mais Morata, le foot, Alexis. Aussi, hein. Il a un côté un peu Morata en rouge avec les cheveux comme ça. Ouais. Ah bon? Oh non, il a plutôt des pics, Morata. Bref, Espagne-Italie, la prochaine rencontre de l'Espagne dans le groupe de la mort, justement, ce sera jeudi, quand la Croatie va affronter l'Albanie. Regarde, il va faire et à l'inverse, on l'avait dit. Pas du tout, non. Donc vous, plutôt Espagne, plutôt Allemagne. Ok. Dans les équipes qui vous ont déçu. Voilà, alors, pour l'instant, il y a un seul gros qui n'a pas répondu présent, c'est la Belgique. Est-ce qu'ils font partie de vos gros flops de ce début de tournoi? L'Angleterre aussi, quand même, je trouve. Sur le jeu, c'était très difficile. Donc là, ouais, plus sur la prestation, sur la performance que sur le. Les deux, hein, les deux, on pressentait que ça allait être, que ça pouvait être un flop. Je reste persuadé que faire jouer les 4 devant anglais, c'est pas possible. Voilà, évidemment, il a mis la photo de la Belgique. Oui, parce qu'on évoquait un petit peu la Belgique, mais là, on va évoquer l'Angleterre. Quand tu parles du quatuor offensif, je pense que Foden à gauche, c'est dommage, parce que c'est un numéro 10. Le problème, c'est qu'il y a Bellingham. Le problème aussi, c'est que Bellingham joue en faux 9 au Real, enfin, en tout cas jusqu'à présent. Il a même joué 9 parfois. Ouais, faux 9, ouais. Oui, pardon. Voilà, et je t'excuse. Saka joue à sa place très très bien. Saka a fait un bon match. Le seul problème, c'est que la possession de balle n'est pas allée dans la direction de Saka, mais plus avec un Bellingham qui revenait et jouait avec Foden à 2. Et puis t'as Ken qui est devant. Donc à un moment, je sais pas si les 4 marche un peu sur les pieds. Hein. Ouais. Je sais pas si les 4 ça marche. Ou alors si tu joues en 4-2-3-1 comme ça. Déjà, à côté de Rice, tu mets un vrai milieu de terrain axial, parce que ça s'est mal passé pour... Ouais, mais ça fait un petit moment qu'il joue milieu de terrain. Mais Arnold, il n'a pas été bon sur ce match-là. Ouais, il a beaucoup désolé. Et à gauche, je mettrais un vrai joueur de couloir. Foden, tu vois que la saison qu'il a fait exceptionnelle, il l'a fait en 10. J'essaie de me souvenir un petit peu quel autre joueur offensif pour pouvoir jouer sur le côté gauche du côté de l'Angleterre. Kane n'a pas eu un gros ballon. Il y a Bowen qui est rentré, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi, Bowen. Et toi, Bobo, quelle équipe t'as le plus déçu? Donc il y a eu l'Angleterre, quand même un petit peu la Belgique ou toi? Oui, même s'ils font le match qu'il faut à peu près, sauf que on l'a dit, derrière c'est très faible, quoi. Ouais. Et ça s'est vu, ils ont donné un but d'entrée, et du coup devant, ils auraient dû marquer plusieurs buts, mais Lukaku a été un peu maladroit, et ça s'est joué à peu de choses, quoi. Après, la Belgique, ça confirme ce qu'on disait la semaine passée sur les interrogations qu'on avait, en tout cas, de savoir s'ils allaient pouvoir maintenir le niveau qui avait été le leur sur les dernières compétitions internationales. Et on s'attendait quand même un petit peu à ce que ça arrive, cette baisse de hype pour eux, où quand tu coches pas la case avec ta génération dorée, il y a un moment où, en fait, tu as laissé passer ta chance, tu vois. Il y a moins de joueurs, en plus. Et ouais, ils ont quand même... en termes de talent pur, c'est moins bien que 2018 ou que l'Euro. Donc après, Doku, il a pas de chat non plus. Enfin, ça arrive aussi de merder un peu, mais après, donc je suis pas déçu par la Belgique, parce que malheureusement, je me demandais s'il allait pas se passer un truc un peu comme ça. Mais tu vois, l'Angleterre, je m'attendais à beaucoup plus. Tu vois, moi qui suis un peu d'origine serbe aussi également, donc j'avais un œil attentif sur ce match-là pour la Serbie. Et avant le match, j'ai dit, si on prend, j'espère qu'on n'en prend pas 3 ou 4 dès le premier match, parce que ça va faire mal. Je voyais l'Angleterre beaucoup plus forte que ça. Je pensais qu'on allait être vraiment écrasé par depuis plusieurs mois. Hein. Oui, mais parce que la Serbie, c'est pas non plus incroyable. Donc c'est aussi pour ça que je dis que ça contraste, tu vois, sur l'Angleterre, parce que sachant que la Serbie fait des matchs catastrophiques quand même là, depuis plusieurs semaines dans les prépas, même encore avant, c'était un peu compliqué, etc. Depuis que la qualif est assurée, je m'attendais à beaucoup mieux des Anglais face à une Serbie qui, pour moi, n'était pas normalement...
Tu vois, on savait qu'on n'allait pas prendre des points contre les Anglais. À la mi-temps, je me dis... Pourquoi pas, ouais. Si on prend un point, c'est pas mal en fait. Tu vois, c'était faisable. On peut le dire, on se parlait tous les trois pendant le match et t'étais vachement négatif sur la Serbie. Ouais. Alors que nous, on trouvait qu'ils faisaient jeu égal et que bon, ils avaient pris un but, mais ils étaient largement capables de revenir. C'est toujours le regard qu'on porte sur les sûr. équipes qu'on supporte, où tu vois que le négatif. Mais je pense vraiment que Mitrovic peut en marquer un, voire deux. Vlahovic, à un moment, il se précipite un peu pour frapper. Mais c'est ça en fait qui m'énerve avec cette équipe serbe, c'est que t'as l'impression qu'ils se ruent à des moments, ils ont aucun sang-froid, ils font n'importe quoi, alors qu'ils ont des situations exceptionnelles à jouer, quoi. Et après, c'est un problème récurrent. Alors, on le disait en off un peu avant l'émission, il y a un problème d'ego dans l'équipe serbe depuis quand même plusieurs générations, où en fait, comme il n'y a pas de grosses stars, où il n'y a pas de gros joueurs, tu vois, là en ce moment, c'est Tadic, on va dire, qui est vieillissant, mais qui était un peu le maître à jouer, etc., mais qui s'est retrouvé en décalage générationnel avec des Mitrovic ou des Vlahovic. Tout le monde a un peu envie de toujours être le sauveur de l'équipe ou de celui qui va la porter. Du coup, collectivement, je trouve que c'est assez naze et il n'y a pas un sélectionneur qui a été capable, que ce soit Stankovic avant ou Stojkovic maintenant. C'est toujours un peu... Parce qu'eux aussi veulent être la star de l'équipe. Ouais, Stojkovic, ancienne gloire du football yougoslave, puis serbe, qui est un monument en Serbie, etc. Et tu le vois quand tu es avec l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un peu pareil. Quand tu as des anciens très grands joueurs qui reviennent entraîner, en sélection, c'est le même problème. Il n'y a personne qui se met au service vraiment et qui veut être la resta. Tu vois, Stojkovic, la semaine dernière, il y avait Ibrahimovic qui est venu. Tu vois, il va faire sa petite vidéo, les petites photos, etc. Il veut briller autant. Donc, le collectif, pour une équipe comme ça, on voit, c'est les équipes qui performent à l'Euro, qui sont on va dire, de l'Acabie de la Serbie, ils s'appuient sur des collectifs qui sont quand même beaucoup plus... Ouais, voilà, la Roumanie, on parlait de la Hongrie, tu vois... Mais tu évoquais l'entraîneur serbe, ce qu'il a dit avant la compétition, il a dit, non mais avec l'effectif qu'on a et la génération qu'on a, déjà se qualifier pour une compétition majeure, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est pas bien de dire ça. Bah oui, on est d'accord, mais ça prouve un petit peu l'estime qu'il a envers son groupe et ses joueurs. Quoi. Parce que aussi, alors tu vois, on va pas faire un focus Serbie, mais il y a un truc où il faut pas être anachronique, et lui, il l'est complètement, c'est qu'il compare aussi à sa génération, qui était une équipe incroyable, tu vois. Au final, lui, il jouait dans l'équipe de Yougoslavie, donc tu mettais la Serbie, la Croatie de l'époque, il gagne une Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade en 91. C'est l'équipe dans laquelle il a évolué, donc les pros. Vivement Woody Sagnol, sélectionneur de la Serbie. Woody Sagnol, ça va être top, tu vois. Pourquoi J'ai entendu dire que Woody Sagnol serait peut-être... C'est pas vrai. J'étais en train de dire... Non, il est en train de surfer sur la hype un peu Woody Sagnol Sagnol qui a qualifié pour la première fois la Géorgie, qui a fait plutôt un bon match d'ailleurs contre la Turquie. Prochain match de l'Angleterre, ce sera jeudi face au Danemark, qui a fait match nul contre la Slovénie. Prochain match de la Belgique sera contre la Roumanie samedi prochain. Et la Serbie, du coup, ce sera la Slovénie, donc jeudi aussi. Et je pense à peu près du même niveau. Ça se vaut à peu près. Il y a Chesco devant et après derrière, c'est un peu... Ça se vaut un peu. Donc là, c'est plus le Jan Oblak non plus. Après, s'il faut prendre des points, c'est maintenant, quoi. C'est la bonne équipe pour prendre. Pour espérer être troisième ou accrocher autre chose. Ah, il se prépare à faire quelque chose, un lancement. Un lancement de fiche. On parle de la France ou pas? Des Bleus? On parle des Bleus. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les matchs première journée de trucs? Oui, est-ce qu'il y a un match... Alors, on y va. Est-ce qu'il y a un match qui vous a plus marqué qu'un autre? Ouais, tu vas me dire Allemagne-Écosse? Non, j'allais dire le Danemark avec le but de Eriksen. Tu vois, qui... Ah oui, ouais. Vois, sachant que le dernier Euro... frérot, désolé d'aimer la vie. Hein. Oh là là. Non, mais je préfère la mort. Mais je trouve ça complètement fou, en fait. Tu vois, après, c'est aussi... Moi, ça m'a foutu les poils de le voir marquer. Quand tu sais que son dernier match, le mec, il a fait une crise cardiaque, il a failli passer. Toi, t'es amoureux? Je suis pas en plus, je m'en fous complètement d'Eriksen. Enfin, je m'en fous. Tu vois, je suis pas fan d'Eriksen ou Il veut t'embêter. Hein, mais je trouve en tout cas que moi, ça m'a marqué quand tu le vois mettre son but. J'étais content pour lui. J'étais content pour. Enfin, tu vois, même ses coéquipiers qui ont vécu un truc hyper traumatique. Donc c'est un événement marquant, tu vois, sur la première journée de l'Euro. C'est le but d'Eriksen. Tu vois. Encore une fois, par rapport à ce qui lui est arrivé, je trouve ça complètement fou, quoi. C'est symptomatique, c'est clair. Toi, Monjo, si tu avais une image, un match, un but à retenir de cette presque première journée d'Europe, parce qu'on rappelle que... alors, côté plus un peu négatif, parce que je peux tenir mon rang de démon, un peu, tu vois. C'est plus la non-réaction des Croates à la mi-temps, où ils sont menés 3-0 par l'Espagne.
Et ils sortent rapidement Kovacic et Modric. Ouais, mais tu vois qu'il n'y a aucune réaction quand ils reviennent au début de la deuxième mi-temps. Et vraiment, je me suis vraiment dit là, Brozovic, Modric, Kovacic, ça y est, là, ils se sont fait, mais je trouve un peu lavés, quoi. Donc ça m'a un peu marqué de voir que la sélection croate est peut-être enfin a besoin de nouveaux joueurs, ou en tout cas d'utiliser de nouveaux joueurs. Ils avaient perdu déjà Rakitic, tu vois. C'est une génération. C'est une génération qui finit, tu vois, aussi. Il faut sortir des joueurs, quoi, à un moment donné. Après, c'est toujours complexe, tu vois. On l'a eu comme ça aussi avec la France, sortie de la génération de 98, quand en 2006, tu as les derniers qui commencent à vraiment s'écouler. De 2006 à 2014, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça que je ne serais pas surpris que l'Albanie prenne au moins un point contre cette Croatie-là. Ouais, c'est possible. Et que la Croatie ne marque pas 3 points ça va être un match un peu chaud, à mon avis. Mais... en tout cas, tu vois, on espérait que dans ce groupe-là, il y ait le meilleur troisième, mais je ne serais pas surpris qu'il n'y ait pas de meilleur troisième dans ce groupe, tu vois, finalement. Ok. Parce que déjà, quand tu prends 3 points, enfin, tu prends 3-0 à la différence de but, ça va être compliqué. S'il marque 3 points, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse nul contre l'Italie. Attention, la Croatie. D'ailleurs, c'était un peu un scénario qu'on avait. De se dire, oui, c'est vrai. S'ils perdent contre l'Espagne d'entrée, derrière, ils ont la pression. Certains d'entre vous avaient surtout inversé l'Italie à la Croatie. Mais bon. Si, n'abusez pas. N'abusez pas. Peut-être. Ok, bon, c'est bon, on parle de l'équipe de France ou pas ? Plaisir, écoute. Oui, allez, allons-y. Allez, on parle de l'équipe de France. La France a battu l'Autriche, 1-0, un CSC, un but contre son camp de Maximian Vaubert, un petit peu avant la mi-temps. Vos impressions, messieurs, est-ce que cette équipe de France vous a convaincu ? Est-ce qu'elle vous a déçu ? Est-ce que c'était une très belle équipe d'Autriche ? Est-ce que c'était une équipe de France décevante ? Boris et son maillot, peu des deux. Maillot du coq. Un peu des deux. Ok. J'ai pas retrouvé l'Autriche que j'avais vue dans certains matchs, notamment sur la coordination du pressing, où j'ai trouvé que que ça pressait un peu de manière désordonnée, où tu vois, c'était très agressif. Mais finalement, là où on n'a pas été trop en danger, c'est que l'agressivité, elle venait souvent d'un seul mec. Tu vois, ça prenait l'initiative d'aller presser, mais tu n'avais pas le bloc qui suivait. Okay. Du coup, je ne les ai pas reconnus vraiment. Je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit l'équipe de France qui l'ait vraiment mis en difficulté. En revanche, il y avait quand même une petite différence quand même de niveau technique, en tout cas, qui font que même si le score il n'est pas fou, même si le contenu en tout cas du jeu de l'équipe de France est clairement pas fou, ça revient un peu à ce que Jo disait tout à l'heure sur le fait que les grosses nations, généralement, elles montent un peu en puissance au fur et à mesure. Avec l'équipe de France, on a l'habitude. Ouais. Puis l'équipe de France n'est pas connue non plus pour faire du beau jeu. Je ne sais pas trop où tu vas. Là. Non, mais il disait que c'était une bonne équipe d'Autriche. Je disais que c'était une bonne équipe d'Autriche, mais moins. La même chose, tu vois, c'est marrant. Non, mais quand je dis bonne, je l'ai trouvée moins bonne que ce que j'avais vu par le passé, dans les dernières semaines, que je pensais qu'il serait à un meilleur niveau, et que du coup, l'équipe de France, je ne sais pas si c'était juste qu'on a eu de la chatte qui soit pas plus que bien meilleur que ça, les Autrichiens, quoi. C'est plutôt ça le. Moi, j'ai pas du tout ressenti. Alors, dis-nous tout, Jo. Moi, j'ai vu une très bonne équipe d'Autriche qui a fait vraiment jeu égal avec la France. J'ai été surpris du niveau d'engagement physique de l'équipe de France sur la première demi-heure. Je ne pensais pas qu'on allait les dominer, tu vois. Donc je nous ai trouvé au-dessus de ce que j'attendais en termes d'engagement physique. On a quand même fini avec 2 mecs en sang. Malheureusement, non mais voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne pensais pas que ces joueurs-là étaient capables d'aller au charbon à ce moment-là, tu vois. En revanche, je m'y attendais au fil du match de voir vraiment physiquement en deuxième mi-temps, c'était très compliqué les Bleus, genre. Mais comme on en parlait un peu en début d'émission, mais comme finalement toutes les équipes. J'ai pas vu l'Allemagne comme ça, j'ai pas vu l'Espagne comme ça non plus, tu vois. J'ai vraiment les gros favoris, je les ai pas vus piquer du nez, quoi. Mais si tu fais le bilan du match, Mbappé, il a un contre 1 de fou. En face, il le rate, tu vois. En face, Maignan fait un arrêt extraordinaire sur un contre 1. Ouais, sur avec le pied, ouais. Voilà, sur Baumgartner. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu la demi-occasion d'Mbappé qui tire côté fermé. Et puis une frappe de Thuram aussi en première intention. Ouais, voilà. Et il y a le faux rebond de Giroud. Mais je veux dire, c'était vraiment, je trouve, très équilibré au final, tu vois. C'est ça qui m'a... Ouais. En deuxième mi-temps, on n'a pas touché la balle, on n'a pas produit de jeu. Mbappé, Dembélé, c'était très décevant. Enfin, l'animation offensive a été très faible. Alors, justement, on va revenir sur la compo de Didier Deschamps et ce 4-3-3. Est-ce qu'il vous a
surpris dans ses choix? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc jusqu'à présent, c'était une charnière centrale préférée, c'était Upamecano et Ibrahima Konaté. Là, finalement, c'est Saliba qui a pris la place de Konaté. On avait longtemps épilogué aussi sur ce milieu de terrain. Qui aux côtés d'Antoine Griezmann? Est-ce que ça va être Camavinga, Tchouaméni? Est-ce que Fofana s'est enfin fait un nom et une place dans ce 11 de départ? Finalement, il a mis Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot. Voilà, comment vous avez... c'était quoi votre première réaction quand vous avez vu ce 11-là? Moi, j'ai été surpris de voir Thuram à gauche. J'ai pas aimé du tout. Ensuite, moi, je suis un fan absolu de Konaté, donc ne pas le voir, ça m'embête. Alors, j'aurais peut-être mis avec lui Saliba, je sais pas, tu vois, mais c'est pas la présence de Saliba à la place de Konaté qui m'a dérangé. C'est l'absence de Konaté. Okay. Et j'ai trouvé que ça s'est vachement ressenti, notamment dans la sérénité défensive. Il y a eu des moments où j'ai vu Saliba rater des interventions ou des relances, juste parce que c'est Saliba, il le fait souvent. Après, dans le duel, il est extraordinaire. Mais pareil pour Upamecano, un peu les mêmes erreurs les deux. Sinon le reste, Rabiot m'a montré qu'il était stratosphérique et ça a été peut-être le meilleur avec évidemment Kanté. Mais c'est pas le mieux que j'attendais. Ça a été peut-être le meilleur secteur de l'équipe sur ce match-là. Voilà. Après je sais pas ce que toi Bobo, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? C'est cette charnière centrale, plus ou moins inédite avec la titularisation, même si on le sentait un petit peu, parce que dans les médias, c'est ce qu'ils ressentaient pour ceux qui étaient sur place, mais où c'est plutôt justement ce milieu de terrain avec... Alors moi, j'étais content de voir Saliba titulaire. Après, Upamecano, moi, j'ai rien contre lui, mais j'en suis pas fan, surtout qu'il sort d'une saison qui est quand même... où il a peu joué et c'était très moyen quand il était là. Donc ça, on va dire que, encore une fois, sortir Konaté pour garder Upamecano, c'est le truc qui est un peu... Ou alors le tester avant. Tu vois, ouais, il y a ça. Non, pendant des mois avant, tu vois. Mais... Après, là, tu vois, on s'était interrogé sur la présence de Ferland Mendy aussi à la place de Théo Hernandez, que j'ai pas trouvé à son avantage non plus. Tu vois, Au début, oui. Ouais, les premières demi-heures, mais après, ça a été. Je trouvais que physiquement, ça a été très rapidement compliqué. Je suis complètement d'accord sur le fait que pour moi, là où ça a performé, c'est au milieu, et là où en plus, je trouve qu'il y a des gages un peu de satisfaction, c'est que l'entrée de Camavinga, je crois qu'il avait fait énormément de bien aussi, donc j'ai apprécié Rabiot. Camavinga est rentré, j'ai trouvé qu'il faisait du bon taf, donc je me dis dans l'absolu, tu vois, on a ce qu'il faut peut-être. Alors après, Griezmann ça a été compliqué. En fait, je l'ai trouvé moins performant, moins brillant. Voilà. Après, il fait pas des erreurs manifestes, mais c'est là où c'est un peu attendu qu'on va avoir des profils athlétiques, tu vois, qui vont couvrir avec du volume de jeu, mais qu'on est plus dans la destruction que dans la magie. Griezmann, il apporte ce truc-là en plus. Là, après, il s'est pris les publicitaires. Et moi, j'ai l'impression qu'il s'est éteint à partir du moment où il s'est pris le gros tampon sur le. Évidemment, c'est pas lui que je jetterais sous le bus. C'est violent le truc. Mais quand même, il va vers le ballon, le mec lui met un coup d'épaule et il arrive... Oui, mais en fait, le contact avec le panneau, que ça le coupe, ok, c'est une chose, parce que là, le curfew, c'est connu que c'est ce qui saigne beaucoup. Facile, mais je sais pas si c'est un choc violent. Je pense que c'est peut-être... Est-ce que vous voulez qu'on teste sur Jonathan? Allez, on essaye. Si la France est en finale, on essaye. Non, ouais, je sais pas. Le milieu a été... mais par contre, devant, tu vois, en fait, rien ne me satisfaisait à l'annonce de la compo. Tu vois, Thuram à gauche, j'aimais pas. Mbappé dans l'axe, j'aimais pas. Et en fait, Dembélé, c'est toujours le facteur X. Tu sais qu'en équipe... il peut faire des trucs, mais finalement, en équipe de France, ça arrive rarement. Au final, il n'y a rien qui m'a convaincu devant. Le truc qu'on se marchait sur les pieds. Je vais te raconter un truc et tu vas être d'accord avec moi. Quand j'ai regardé le match, comme toi, et j'ai eu l'impression de voir le PSG de cette saison qui m'a fait chier. Ouais. De voir Mbappé à gauche qui fait... On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Il redescend pour prendre le ballon quasiment au milieu de terrain. Et de voir Dembélé en faisant tout ce qui nous énerve le plus. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de faire, comme on disait cet après-midi, 3-4 passes décisives. Ou 3-4 différences qui font 3-4 buts, tu vois. Et il fait n'importe quoi. Genre vraiment, il a fait n'importe quoi. Les passes en profondeur au sol qui sortent tous en 6 mètres. Ouais, même les décalages pour Jules Koundé, en fait, ils ne sont pas trouvés du tout. Gérer le tempo des passes et tout. Il arrive avec une vitesse, il doit percuter, provoquer, éliminer, tu vois. Il ne le fait pas. Ou il se fait prendre le ballon, ou tu vois, ou il est à contre-temps.
Enfin, c'est tout ce qu'on n'aime pas au Paris Saint-Germain de la saison qu'on a revu encore hier. Et... Alors justement, ce trio offensif avec Mbappé en pointe, Dembélé à droite et Marcus Thuram à gauche. Déjà, pour revenir sur Marcus Thuram, moi j'ai un petit peu cette impression que si Mbappé a ce rôle vraiment central, pour moi, Didier Deschamps met Marcus Thuram à gauche, car on sait que Mbappé, il aime bien quand même dézonner et se mettre sur son côté gauche. Dans ce cas-là, quel ailier gauche peut aussi avoir ce rôle important, ou en tout cas cette faculté à pouvoir jouer dans l'axe? J'ai l'impression que parmi les ailiers, Marcus Thuram, c'est le seul à pouvoir jouer et côté gauche et dans l'axe. Mais il n'est pas ailier. Hein. Bah, il a déjà joué à ce poste-là en équipe de France à plusieurs reprises. Mais c'est pas son profil. Je trouve que c'est pas du tout son profil de joueur. Moi, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va éliminer. Il a performé dans une position d'avant-centre. Je suis d'accord. Dans une attaque à deux avec Lautaro. Mais en Allemagne, il a déjà joué sur ce couloir gauche quand il était à Gladbach. Pas fan du tout. En équipe de France jusqu'à présent, c'est quasiment comme ça qu'il a joué. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais j'ai l'impression que Didier Deschamps le met dans ce couloir gauche en se disant si Mbappé il va sur son côté gauche, Marcus Thuram, il pourra très bien faire le job dans l'axe. Comme un Kingsley Coman ne pourra pas le faire, ou je ne sais plus qui d'autre encore, ou un Bradley Barcola ne pourra pas le faire dans un rôle axial. Mais moi, un 9 en 9... Alors justement, si ce trio offensif vous a déçu, sachant que, on l'a appris là juste avant l'émission, Kylian Mbappé est forfait face aux Pays-Bas, il y a encore un gros point d'interrogation pour la suite de sa compétition, et puis, ou en tout cas sur un match numéro 3. Sur la phase de poule, en tout cas, c'est quasiment mort. Ils disent que ça dépend si la qualification est assurée dès le deuxième match ou pas. En cas de victoire, la France est quasiment qualifiée. Mais, tu vois, moi, ce genre de phrase-là, on verra si on est déjà qualifié. Non, mais c'est-à-dire que si la France perd contre les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'il y a un match 3 très très important. Et il prendrait le risque de le faire jouer. Pourquoi pas, hein. Ça reste le capitaine de l'équipe de France et ça reste Kylian Mbappé, le soulier d'or européen. Vous mettez qui alors, du coup, parmi ce trio ? Déjà, quoi qu'il se passe, c'est le meilleur attaquant gauche qu'on ait. Kingsley Coman n'a jamais joué un match en entier. Oui, c'est très inquiétant d'ailleurs. C'est très inquiétant parce que c'est le joueur offensif hors Mbappé qui est le plus confirmé. Giroud a 37 ans, donc entre parenthèses Giroud, mais le plus confirmé de notre effectif. Donc il y a une légère tendance. Donc ton trio offensif pour les France-Pays-Bas là. France-Pays-Bas, il y a une petite hype qui se crée pour Barcola sur les réseaux sociaux. C'est parti déjà depuis hier soir. Depuis le match de la France contre l'Autriche. Mais toi, Jonathan Bella, t'es à la place de Didier Deschamps. Je mets Coman et Barcola, parce que je retire Dembélé. Voilà. Et tu mets Giroud en 9. Et je mets ou Thuram ou Giroud, mais en 9, en vrai 9, tu vois. Que je parte avec... Si Giroud a 30 minutes dans les jambes, je mets Thuram en vrai 9. Si ça se passe pas bien, à la 60e, je rentre Giroud. Mais en tout cas, je mets Barcola à droite, Coman à gauche, ou l'inverse, comme tu veux, mais je mets les joueurs à leur poste, quoi, tu vois. C'est pour moi le plus important. Et je ne mets pas Kolo Muani, en fait. Parce que Kolo Muani, je suis désolé, il a fait une saison à chier. Non, mais c'est le gars de Deschamps. Et je m'en fous. Il a fait une saison à chier. Il a aucune légitimité à rentrer en premier dans un match comme ça. Comme il n'a aucune légitimité à rentrer en demi-finale contre Dortmund. Pareil. Il est rentré, il a perdu 3 ballons, il a fait 2 fautes. C'est tout ce qu'il a fait. Avant de faire un débordement sur la droite. Mais c'est la première chose qu'il a fait. Il n'a rien apporté. Et Tom... Sinon, mets Klose à droite alors, si c'est pour ça. Si c'est pour faire défendre un mec. C'est parce que c'est pour ça qu'il le fait. Il fait rentrer. Moi, j'ai le souvenir d'un sélectionneur en équipe de France qui avait fait ça. C'était lors d'un France-Espagne. C'était Anthony Réveillère et Mathieu Debuchy. Ça s'est pas passé. Non, mais d'accord, mais bon, le faire rentrer pour faire ça n'a aucun intérêt. Pour garder le score, il y a un 0. Boris, toi, tu ferais quoi du coup? Donc, Kylian Mbappé forfait. Désolé de m'énerver. Il n'y a aucun souci. T'es ici chez toi. Non, mais... Kylian Mbappé forfait pour le prochain match vendredi prochain à France-Pays-Bas. Tu mets qui dans ton trio offensif? Moi, je mets Barcola. J'avoue, je mets une pièce sur lui. J'ai envie de le. Je pense que c'est pas un truc très objectif. Hein. Je suis dans la subjectivité la plus totale. J'ai envie de le voir pour ce qu'il a fait cette saison, pour ce qu'il tente. Tu vois, souvent on a reproché à Dembélé d'être devenu frileux. D'avoir perdu tout l'instinct, d'avoir perdu, tu vois, c'est les dribbles que tu tentes parce que tu calcules pas. Et on le disait avec Hakimi aussi, tu vois, ce genre de problème que tu rencontres quand tu arrives un peu à maturité. Barcola l'a pas, ça. Tu vois, et je me dis, il va tenter des trucs qui vont passer, tu vois, il va jouer à l'instinct. J'ai envie de voir Barcola.
J'aurais envie de voir Coman, mais moi j'ai toujours un problème avec avec sa condition physique. C'est juste que je sais jamais. Tu vois, est-ce qu'il est blessé, pas blessé. Mais sinon. A priori, s'il est dans le groupe, c'est que. Et en numéro 9. Moi, je mets Giroud après parce que tu vois, dans une équipe comme ça où si tu gardes Griezmann au milieu, je mets Giroud 9 parce qu'il. À l'entraînement aujourd'hui parce qu'il est touché aux adducteurs. Donc ça sera vraisemblablement Thuram, mais. Non, mais ça peut être Giroud. Non, mais si Giroud est blessé, tu vois. D'avoir Thuram devant, déjà ça me plaît mieux que de l'avoir sur le côté, mais surtout moi j'ai envie de voir Barcola. Je pense que c'est un truc qui va permettre de faire des diffs parce que tu gagneras des 1 contre 1, tu gagneras des mètres, tu vas prendre de la vitesse. Après c'est Dumfries en face. Ouais. Dumfries ça bombarde. Bah justement, autant mettre Théo Hernandez sur lui directement. Attention le rouge. Tu as déjà prévu ça. Non mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur Barcola. Nous en France, ou en tout cas les sélectionneurs en équipe de France, ont toujours un petit peu cette frilosité à vouloir tout de suite mettre titulaire des jeunes qui ont 0 sélection, très peu de sélection. Moi, je vois en Espagne Lamine Yamal, qui est titulaire, leader offensif de cette équipe d'Espagne face à la Croatie pour le premier match à l'Euro, et il a fait partie des meilleurs joueurs. Tu vois, Wirtz, Musiala, c'est... après, Musiala avait déjà joué, mais en tout cas, on leur donne les clés du camion, tu vois, il n'y a pas de... Après, c'est pas le même niveau de... Oui, et puis c'est pas le même coach. De performance. Non, mais je veux dire, quand t'avais... Non, mais Nagelsmann, après, quand t'avais Benzema, ou quand t'avais des joueurs de cette trempe-là, ou des Nasri, ou des joueurs comme... Ils étaient titulaires, tu vois, avant qu'il y ait des problèmes. Ouais. Donc, c'est aussi un problème, je trouve, Si Barcola était un crack atomique, tu vois, c'est un super joueur. Mais si c'était un crack du niveau de Wirtz ou de Musiala, il serait titulaire, je pense. Tu vois. Juste qu'on se rende compte un petit peu, là, parce qu'on est en train d'évoquer un futur, potentiellement, on est en train de dessiner le prochain 11 de l'équipe de France. Là, par rapport au match d'hier soir face à l'Autriche sur le banc, il y avait quand même du côté de l'équipe de France Ferland Mendy, latéral gauche titulaire du Real Madrid. Il y a, Yaya Fofana, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, encore 2 milieux de terrain titulaires au Real Madrid. Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ibrahima Konaté, et en plus on peut rajouter Barcola et Orenzer. Oui, c'est un truc de fou. Ouais, mais cite-moi dans les joueurs que tu as cités des joueurs capables d'être le patron du jeu de l'équipe de France. À part Griezmann, j'en vois pas. Ah oui, non, pour moi. Je vois pas des joueurs. Griezmann. Ouais, mais 2018, on est champion du monde. On a Griezmann au firmament, plus Pogba à un niveau mais stratosphérique. On a une équipe qui joue au football quand même. Même si on a été décrié dans tout le monde entier, on a mis beaucoup de buts, on a joué au foot, quoi. Tu vois. Là, alors c'était mes critères pour entre guillemets gagner 1 euro, une bonne défense, un bon gardien. On a un gardien exceptionnel. Voilà. Un match, dans la relance, les 2 pieds, comme me disait Alexis cet après-midi, pied droit, pied gauche. Même les sorties aériennes. Hein. La relance à la main. Il n'a pas peur. Relance à la main, où il accélère, sprint pour lancer à la main, pour jouer vite. Exceptionnel. Tu as une défense centrale potentiellement monstrueuse avec Konaté, on n'ose pas le dire, et Saliba. Tu as Koundé qui n'a jamais été aussi fort. Je n'ai jamais vu à ce niveau-là, en termes défensivement en tout cas. Ouais. Même si offensivement, c'est dur de... Je pense que c'est son match référence en équipe de France. Ouais. Après, offensivement, bon, c'est compliqué avec les talons de jouer comme ça. Voilà, je me permets de la faire. Après, en face, c'était pas non plus incroyable offensivement. Donc, Non, mais il a affronté des équipes moyennes avec l'équipe de France. Oui, il était plus en difficulté. Il était plus en difficulté. Il faut s'habituer aussi au poste. Tu vois, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a de quoi faire, mais j'ai été déçu, moi, je trouve, de l'animation offensive. Et j'ai peur que contre les Pays-Bas, sans Mbappé, on soit un peu devant. Sans idée. Non, mais surtout, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Il n'y a pas vraiment de leader. Si c'est Thuram, c'est Antoine Griezmann. Si c'est Thuram, oui, mais bon. Peut-être qu'il y aura un peu plus les clés du camion, il va toucher. J'ai peur déjà que l'équipe soit à 90% physiquement par rapport aux Pays-Bas qui sera à 100%. Parce qu'on sort quand même de ce match. Ouais, RT avec 2 joueurs, deux joueurs ensemble. Et puis après, c'est une équipe physique, et tu as encore la Pologne qui est une équipe physique. Donc, justement, cette gestion de Kylian Mbappé, donc voilà, c'est officiel, il est forfait contre les Pays-Bas, donc il ne va pas jouer. Il y a un gros point d'interrogation pour la suite face à la Pologne. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Comment est-ce que vous, si vous étiez coach de cette équipe de France, comment est-ce que vous seriez en train de gérer ça ? Est-ce que j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à la même chose avec ce qui s'est passé avec Karim Benzema.
en Coupe du Monde où, vous vous souvenez, Ouais, je vois ce que tu veux dire. il était blessé dès le début et il y avait possibilité qu'il puisse faire au moins l'écart ou à partir des demi, s'il y avait qualification. Et il y avait un peu, est-ce qu'on le garde dans le groupe ou pas? J'ai l'impression que c'est un petit peu pareil avec Kylian Mbappé. Là, il peut revenir quand même normalement en 8e, si jamais si la France passe. Mais dans quel état? Là, justement, on lit ici et là, au niveau de tout ce qui est masque ou même l'appréhension des duels et tout, que c'est jamais facile, on entend. Il n'y a que finalement Osimhen qui arrive à s'habituer, mais je pense à Marcin Bulka qui s'était cassé le nez, d'ailleurs je crois que c'était contre le Paris Saint-Germain, il s'était cassé le nez, il devait garder un masque pendant 2 mois, il a fait un match avec, il a dit c'est plus possible, je ne peux pas jouer avec. Je sais pas, en vrai de vrai, vu le niveau de Kylian Mbappé en ce moment, je pense que c'est le match qu'il fait hier avant de se péter le nez, c'est très 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 décevant quand même. Donc, mais c'est lui ça fait qui a des mois et des l'initiative mois. de toutes les... Je suis d'accord, mais ça fait des mois et des mois qu'on le dit, qu'on le voit. Et malheureusement, hier, il produit un match pour un match d'entrée d'Euro où il rate 2 face-à-face, dont un qui est... Il est dans la droite lignée de ce qu'il a fait le dernier mois, quoi. Il n'y a pas de... À part faire 5 conférences de presse, 5 interviews avec CNN, l'équipe, machin, c'est bon, arrête, quoi. Juste joue, sois performant. Je pense que vraiment, il est un peu inaudible en ce moment, Kylian. Et il casse un peu la tête, malheureusement. Toi, Boris, comment tu imagines la chose sur la suite de la compétition de Kylian Mbappé? C'est un peu dur, je me doute, de se positionner parce que je pense que le staff et la fédération n'ont pas envie de faire de déclarations officielles ou d'inquiéter les gens. Ils n'en feront pas. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est une décision qui est plus personnelle que celle du staff, pour l'avoir vécu dans une autre dimension que celle du foot pour une Coupe du Monde il y a quelques mois. Au final, tu te rends compte à quel point... évidemment qu'il y a le médical qui en rentre en compte, évidemment qu'il y a le sélectionneur et le staff qui en rentrent en compte, mais la décision finale, enfin, tu vois, l'envie... La santé du joueur. C'est l'envie du joueur qui va l'emporter, mais au-delà de la santé, tu vois, parce que la prise de risque, elle vient du joueur, est-ce que dans quelle mesure il est capable de gérer la gêne ou pas c'est quand même, tu vois, si on compare à ce qui est arrivé à Antoine Dupont à la Coupe du Monde de rugby, c'est une blessure qui est beaucoup moins importante et beaucoup moins grave, celle d'Mbappé, tu vois, c'est un nez cassé, au pire tu peux te le casser 12 fois, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas comme si ta pommette elle s'en va. On parle d'une gêne, c'est un sport qui est quand même moins... Ouais, il y a beaucoup moins d'impact, tu vois, c'est plus une gêne que de la douleur, donc après c'est lui comment il gère cette gêne et comment... il va récupérer. Voilà. Donc là, un œdème, quand tu te pètes le nez, on va pas faire les médecins, mais en vrai, c'est surtout gênant, tu vois. Toi, t'as plus pété des nez que... Bah non, moi, au foot, je me le suis on le voit un peu, les bien tordus. Je me le suis pété 2 fois, donc c'est pas agréable, hein, mais... Ok, donc pas forcément inquiet pour... Moi, je suis pas inquiet pour Mbappé. Il y a un moment de... Tu vois, il y a une petite convalescence, mais c'est pas comme si tu te dis, en fait, si je reprends un choc dessus... je suis défiguré à vie, tu vois. On n'en est pas là. Moi, je suis très inquiet quand même, que ce soit pour Mbappé ou pour la France. Enfin, pour l'équipe de France. Pour son nez. Et pour la France, tout court aussi. Mais... s'il n'est pas là, ouais, mais après, ce sera lui qui décidera, tu vois. Mais encore une fois, je pense que c'est lui qui va donner le là par rapport. Ouais. J'en profite, non, je fais la transition tout seul. Le match de vendredi est extrêmement important pour la suite du tournoi et pour les espoirs de l'équipe de France dans cette compétition, parce que j'ai essayé de préparer un tableau qui est, malheureusement, un peu... oui, avec plein de points d'interrogation. Avec plein de points d'interrogation et un peu hypothétique. Et on se rend compte que... en plus, je peux faire comme ça avec mon doigt, c'est énorme. Regarde, attends, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on a quasiment l'Allemagne et l'Espagne... Et le Portugal, on verra. Le Portugal, on ne sait pas trop où ils en sont, mais ils ont un groupe assez facile. Mais tu as l'Espagne et l'Allemagne dans le haut tableau, qui sont potentiellement adversaires en quart de finale. Si la France termine 2e, elle se retrouve dans ce haut tableau où tu as les potentiels 3 favoris, qui sont Allemagne, Espagne et Portugal. Ouais. Tu finis 2e du groupe, tu joues en plus le 2e potentiel du groupe Belgique-Roumanie, qui ne sera pas un cadeau, quoi qu'il arrive. En bas, si tu es premier... tu affrontes le 2e du groupe du Portugal, donc la République tchèque, qui n'est pas non plus un adversaire extraordinaire. Non, mais quart de finaliste lors du dernier Euro. Oui, mais bon, qui n'est pas un grand nom. Ouais. Voilà. Ensuite, c'est pour jouer le premier du groupe de la Belgique, qui serait potentiellement un des plus faibles premiers de tous les groupes, ou un 3e. Donc, tu arrives en demi-finale contre potentiellement le vainqueur de l'Angleterre et d'Italie, tu vois.
Ouais. Et l'Angleterre et l'Italie, c'est pas non plus, je suis désolé, mais le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne. Donc ça change vraiment. Enfin, si tu perds contre les Pays-Bas, ça change la dynamique. Tu vois, parce que pour aller en finale, il faut battre un moyen plus en huitième, le Portugal en quart, et derrière le vainqueur d'Allemagne-Espagne. Bonne chance, quoi, tu vois. Tandis que de l'autre côté, tu as une autoroute pour la demi, voire la finale, si jamais l'Italie attrape l'Angleterre, ce qui me paraît intéressant en termes de scénario, tu vois. Et 2 derniers finalistes. Je me dis que voilà, la partie basse de tableau est beaucoup plus abordable que la partie haute. Donc ce match-là, sans Mbappé, face à une équipe des Pays-Bas qui a réussi à inverser un match. Ouais, mais qui a eu du mal aussi contre. Qui a eu du mal, mais il y a une dynamique qui se crée un petit peu, je trouve. Tu vois. J'ai l'impression que j'ai adoré ce match parce que ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont été menés, ils ont renversé le score, un peu comme l'Italie, sauf que ça a été plus dur, tu vois. Weghorst rentre, il sort de paille pour Weghorst marque. Je sais pas, je me méfie beaucoup de cette équipe des Pays-Bas parce qu'elle est potentiellement très forte. Et je préfère avoir peur d'une équipe potentiellement très forte qu'une équipe comme l'Angleterre ou la Belgique, tu vois, qui est censée être forte mais qui n'est pas forte. Moi, je me méfie plus. En plus, on a perdu contre eux il y a pas longtemps, tu vois, donc. Qu'est-ce que vous changez contre les Pays-Bas? Vous m'avez donné. Je change Hernandez, je mets Ferland Mendy. Parce qu'il y a un truc avec Dumfries. T'as peur que ça le sorte du match? Mais c'est surtout que c'est un mec qui sait sortir de ses matchs. C'est arrivé qu'ils prennent beaucoup de rouges. Et puis en Serie A, c'est très souvent Dumfries qui a remporté. Voilà. Donc il y a un ascendant, il y a un problème au-delà du foot entre les deux. Je suis un peu inquiet pour ce duel-là. Et voilà, t'as pas Mbappé, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi. Donc tu viens de le dire, Ferland Mendy à gauche, tu gardes Jules Koundé, ton axe central, tu restes. Konaté Saliba, ou Konaté ou Upamecano, en fonction. Après, on n'est pas à l'entraînement, donc peut-être qu'il ne met pas Konaté parce que. Non, mais après, c'est une question de feeling aussi par rapport à ce que tu as vu hier soir. Il ne bougera pas sa charnière centrale. Autant ça peut bouger à le poste d'arrière à gauche. Je peux rentrer un milieu en plus, tu vois. Moi, c'est ce que je me disais, c'est de faire sortir un mec de devant, en fait. Tu joues à 2 devant. Ou tu fais jouer Griezmann un peu plus haut. Et tu joues avec 3 milieux. Alors vas-y, donne-moi ton 11 pour vendredi. Koundé. Bon, Maignan, Koundé, Saliba, Konaté, Mendy. Ok, donc 4 derrière. Voilà, t'amènes une fraîcheur en plus avec Mendy. Kanté, Rabiot, Camavinga. Et je mets Griezmann en 10 avec devant. Je mets quand même Thuram pour la force physique, en tout cas au début du match, dont on aura besoin par rapport à Giroud. Avec peut-être Barcola pour prendre des espaces. Donc si j'ai bien compris, c'est une sorte de 4-4 de losange. Ouais. Avec Thuram et Barcola dans une position plutôt axiale. Ouais. Donc, ok, très bien. Ou Dembélé, s'il y en a qui préfèrent Dembélé. Mais en tout cas, je joue les espaces avec Thuram et un autre, quoi. Et toi, mon bobo? Ça serait la solution. Après, si tu sors un mec de devant, tu peux aussi te dire que dans un milieu à 3, Camavinga à gauche, il va prendre les espaces, il peut aller prendre le couloir, il a joué arrière gauche et avec l'équipe de France et avec le Real Madrid, et dans ce poste de milieu à 3, il est capable d'aller compenser par le volume de jeu. Milieu à 3 au Real, il joue plutôt côté droit. Non, mais avec l'équipe de France, il l'a déjà fait, tu vois, de jouer à gauche. Donc tu pourrais le mettre comme ça pour aller chercher les espaces et puis aller justement protéger Théo Hernandez s'il faut, tu vois, de lui donner un coup de main si jamais il mettait Théo Hernandez pour aller l'aider à défendre et permettre à Hernandez de monter un peu plus. Après, devant, c'est compliqué parce que, tu vois, autant Thuram, si tu te dis que tu le mets, ça fait sens. Autant dans une attaque à 2, c'est compliqué. Tu vois, si tu enlèves Mbappé, dans les profils qui nous restent sur le banc, il y a peu de joueurs qui sont des joueurs vraiment qui peuvent jouer à 2, à part Kolo Muani, tu vois. Ouais, Giroud. Ou alors tu fais Thuram-Giroud. Mais ça me paraît pas ça me paraît un peu lourd. Un peu lourd, ouais. Même si Thuram, ça va quand même un peu plus vite, mais... Alors, Lukaku Martinez, ça avait bien fonctionné, hein, Lukaku Martinez. À l'Inter, comment ça jouait cette saison pour... C'était Marcus Thuram et le... Oui, mais derrière, ils sont quoi? Ils sont à 3 derrière? Oui, ils sont à 3 derrière, avec deux pistons derrière. Moi, je pense qu'il y a un gros... Mais Deschamps, il le fera pas, ça. Non, mais je pense qu'on a une grande possibilité sur ce match-là de marquer sur coup de pied arrêté. Avec des mecs de la tête, un Rabiot, un des 2 défenseurs centraux. Si tu en as 3...
En fait, je me méfie beaucoup de cette équipe des Pays-Bas, donc ça m'étonnerait pas qu'ils tentent un truc, tu vois. Que ce soit un milieu de plus ou un défenseur en plus. De toute façon, s'il fait rentrer un milieu de plus, toi tu parlais de Camavinga qui serait plus à droite, ça sera le cas, parce qu'il va pas mettre Rabiot à droite dans le milieu à 3, il le mettra forcément à gauche. Et Rabiot, il est capable, il a le volume de jeu, il l'a montré, tu vois, le nombre de retours qu'il fait hier et le terrain qu'il a parcouru, il est capable. 5-2. Ouais, mais encore une fois, je pense que j'ai du mal à me projeter dans cette hypothèse parce que je pense que Deschamps, c'est absolument pas un système qui lui sied, tu vois, de jouer à 3 derrière. Je serais pas étonné, juste voilà. C'est ça que mais toi, tu vois Deschamps tenter un coup tactique. Je le vois rentrer un milieu de terrain ou un défenseur. Un milieu de terrain, ouais, mais un défenseur. Moi, on n'a pas joué vraiment à 3, tu vois. Avant la Coupe du Monde, on a beaucoup joué à 3. Ouais, mais ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas joué à 3, tu vois. Je trouve ça un peu. Je trouve que c'est un peu un coup de poker comme ça, genre en plus c'est ton deuxième match, c'est pas comme si il y avait un enjeu encore avant le match, l'enjeu il est quand même. Est-ce que vous pensez qu'il est satisfait de son premier match? Vraie question ça, tu vois. Est-ce qu'il est satisfait à votre avis de j'ai envie de dire oui parce que ils prennent pas de but. Ouais, si, ça, il est toujours content. Et je pense qu'il fait partie de ceux qui appréhendaient le plus cette rencontre et cette équipe autrichienne. C'est dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été si forts d'entrée. Et donc je pense qu'il est plutôt content. Après, les points négatifs, c'est peut-être la sortie de Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que moi, je dis, je pense pas qu'il soit satisfait du scénario du match quand tu vois. Non, mais je te parle pas de la blessure, je parle de ce que les joueurs ont fait. Ah. Est-ce que tu te dis, voilà, ils sortent du match satisfaits de ce qu'ils ont produit? En tout cas, c'est un match qui ressemble à Didier Deschamps. Ouais. Tu vois, dans un truc où la France n'a pas été exposée quand même outre mesure, à part l'occasion, tu vois, où je sais pas si c'est une erreur de placement ou de perception de la trajectoire, tu vois, pour qu'il y ait cette remise et qu'il se retrouve en 1 contre 1 comme ça. Baumgartner qui se retrouve en 1 contre 1. Après, Maignan, il sort un arrêt de ouf, mais au final, à part sur. Tu vois, il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés qui ont été assez bien tirés, notamment. Mais j'ai pas trouvé l'équipe de France vraiment en danger sur les phases de jeu. Tu vois, même dans les décalages couloirs, etc. C'est pas vraiment rentré. Enfin, tu vois, on n'a pas perdu trop de 1 contre 1. En tout cas, quand ils allaient être dangereux, il y a toujours un N'Golo Kanté ou Rabiot pour faire les retours défensifs. Qui a une qualité techniquement, offensivement. Oui, c'est ça. Ce que les Pays-Bas ont en revanche. Ça qui me fait un peu. Bref. Et je vois, enfin, il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'on a clairement vu, et je pense qu'on va encore plus le voir sur le match des Pays-Bas, c'est Adrien Rabiot qui nous emmène. Autant, avant, on aurait pu dire c'est Griezmann qui nous emmène, c'est Mbappé qui nous emmène. Là, clairement, je m'attends à avoir encore un Rabiot stratosphérique au prochain match. Justement, voire même buteur, tu vois. Vos tops et vos flops là, sur la rencontre face à l'Autriche. On va commencer par toi. Réfléchis aussi à tes tops. Moi, j'ai déjà. Ok. Alors, tu veux commencer, Bobo? Je sais pas. De toute façon, il y en a un qui est assez simple. Je trouve que N'Golo Kanté, moi, je m'attendais pas à ça. Donc, incroyable. Rabiot, et puis j'aurais mis Maignan aussi dans le lot. Bien sûr. Ouais. Tu vois, Rabiot, Maignan, même niveau. Mais j'aurais rajouté Koundé en vrai, parce que Koundé, c'est surprenant de le voir. Ouais. Mais bon, tu vois. Oui, mais il a moins. C'était moins impressionnant. Ouais, c'était moins impressionnant, moins criant Il a été fiable plus, j'ai envie de dire. Un jeu Koundé, je l'ai rarement vu à ce niveau. Oui, ça, je suis d'accord. En équipe de France. Il a agréablement surpris. Parce qu'il fait il fait une très bonne saison au Barça cette année. Faut quand même, il a été très bon lors de la double confrontation face au Paris Saint-Germain. Donc je suis d'accord. Puis les flops, j'aurais mis n'importe qui de la ligne avant, en fait. Tu vois, les 3 à peu près de la même manière, parce que je tire sur personne plus qu'un autre. Je trouve que ça n'a pas trop marché. Donc Mbappé, ni les uns, ni les Dembélé. autres. Ouais, j'ai trouvé ça assez moyen moins, quoi. Griezmann, c'est plus inquiétant physiquement. Ouais, c'est ça. Mais, donc un peu flop Griezmann, mais je le mets pas dans le même sac. Ok. Et toi, Jo? 2. Toi, tes tops, c'est les mêmes, c'est Kanté, Rabiot. Moi, et tes je rajoute Koundé parce que ça m'a surpris. Bon, Maignan, c'est peut-être le meilleur gardien du monde, en fait, au final. Après, je te dis, moi, dans les flops, je mets quand même Deschamps parce que son coaching, il est inquiétant sur la fin de match. Et franchement, les remplaçants n'ont strictement rien apporté à part Camavinga. Mais Camavinga, tu le sais quand même. Moi, je vois que Camavinga, il apportait quand même quelque chose. Mais oui, mais d'accord, mais Camavinga, il est potentiellement titulaire, donc c'est pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est pas un coup de Deschamps. Deschamps, quand il rentre Kolo Muani, je me dis, allez, d'accord, c'est pas possible, tu vois. En fait, ce qui est gênant, c'est qu'il y a un côté systémique
certains des remplacements Oui. et que tu trouvais un peu au PSG à un moment où tu savais qu'un tel qui allait sortir, qui allait rentrer. Qui allait sortir, qui allait rentrer. En équipe de France, on en est un peu là devant, tu vois. C'est sûr que si Thuram sort, c'est Giroud, à part s'il y a blessure, tu vois. Si Dembélé sort, c'est Kolo Muani. Enfin, tu vois, les trucs qui sont tellement attendus que finalement... C'est que la présence de Pavard en tant qu'axial me laisse penser qu'à un moment donné, il va le faire jouer. Il y a la possibilité de jouer à 3 derrière. C'est pour ça, depuis le début, que je vois qu'il le considère comme un central, vu que Taclo soit remplaçant à droite de Koundé. Je me dis que... Alors, je ne sais pas si ça va être sur ce match-là, mais je me dis qu'il se laisse la possibilité, s'il le veut, de pouvoir le faire. S'il sent qu'il y a un problème, que Kanté ne suffit pas, ce qui est bizarre à entendre par rapport au match qu'il a fait, mais c'est possible. Il y a la possibilité de le faire, quoi. Voilà, c'est pour ça que... Et ça aurait du sens de le mettre titulaire, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle, Pavard. Et si tu joues à 3 derrière, moi je mets Pavard tout de suite dans les 3. Ouais. Après, ou alors je l'aurais pas vu venir, ce qui est fort possible aussi. Mais j'ai du mal à... Enfin, tu vois, alors, il faut quand même se dire un truc. Du mal à imaginer Deschamps faire ça maintenant. L'absence d'Mbappé, ça change ouais. tout, parce que c'est la pièce principale du puzzle, entre guillemets, de Deschamps. C'est-à-dire qu'il construit l'équipe autour d'Mbappé. Il met Rabiot parce qu'il sait que Rabiot va se projeter aussi. Il peut très bien aussi, dans un délire que je haïrais, mettre Rabiot milieu offensif gauche, tu vois, à la Matuidi. Et ça me ferait vraiment chier. Il est capable. Ouais. Donc ce serait, tu sais pas... Il est vraiment capable. C'est pour ça que je te disais ce truc ou du même milieu un à 3. Kamavinga, il remplirait bien ce rôle, sachant qu'il a joué aussi latéral gauche. Mais surtout moi je me rappelle quand même qu'à Rennes, il a aussi joué plus haut. Tu vois, il y a des moments où il le faisait jouer 8 à une époque. Quand où il y avait Nzonzi. Oui, il y a Steven Nzonzi qui était derrière. Ouais, c'est vrai. Pronostic pour Pays-Bas ? Non, pronostic pas, on va dire la France. Pronostic vrai. Non, je pense qu'il y aura match nul. Ok. Un partout. Je serais tenté par dire 0-0, mais je pense que je vais dire un partout pour me mouiller un peu. D'accord. Et toi ? Moi, je vois un partout aussi. Donc, je vais dire... Et encore, je suis sympa. Il va dire victoire des Pays-Bas. Non, je vais dire victoire de la France, parce que je suis un gros suceur. Mais, sur un but d'Antoine Dupont. Mais je vais dire... J'avais envie de dire 2-1, mais presque même 3-1, tu sais, genre pour faire un peu... Waouh ! Non, mais genre... Alors qu'on n'a pas eu d'occasion. Mais voilà, mais c'est justement pour ça. Tu sais, genre un peu inattendu. Ouais. C'est pas tant ça que je pense, mais... Après, là où je te rejoins, je pense que la France... Alors, moi, j'imaginais la France avec Kylian Mbappé, mais une France avec Kylian Mbappé aurait eu moins de soucis face aux Pays-Bas que face à l'Autriche. Donc là, je te rejoins un petit peu. Après, il faut aussi pas oublier que Deschamps, historiquement, ne finit jamais avec le 11 qu'il a commencé au premier match. Ça, c'est sûr. Et c'est très important parce que il fera des changements, je pense. Ça, c'est sûr. On se souvient de Matuidi ailier gauche. Moi, je vois un partout, but de Rabiot ou but corner tête d'un défenseur central pour la France. Ok. Et on note aussi que tu as parié sur un système à 3 défenseurs centraux. Merci, messieurs. Il a fait beaucoup de paris en général. Il a fait sauter la banque. Eh oui. Attends, on peut dire au revoir quand même avant de plier les goals, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? On dit au revoir ? Let's go. On n'a pas d'amitié à transmettre cette fois-ci, non ? Non, moi j'ai plus d'amis. On peut dire quand même qu'on va faire notre première émission. On attend que ce soit officiellement officiel. J'ai reçu avec plaisir poulet. Voilà. Et voilà, on en reste là. Alors, pour mettre la pression... Non, je vais mettre la pression à l'invité. Pour mettre la pression, on ferait la première émission, le match, avec un invité ou 2 invités. Il faudrait qu'on trouve un titre, d'ailleurs, pour... Le match avec ? Ah, le match avec, ok. Ou en anglais ? The match with. Voilà, nous avons eu l'accord de... Je ne dirai pas qui. Donc a priori, ce serait pour les 8e de finale. Reste à savoir si on prendra un 8e de finale avec l'équipe de France, si on prendra un 8e de finale peut-être le plus alléchant de tous ceux qui nous sont proposés dans cet Euro. Mais voilà, donc rendez-vous en 8e. Mais on se retrouve évidemment samedi au lendemain de ce France-Pays-Bas. On sera ensemble. Peut-être qu'on aura aussi un invité. Ça reste à confirmer. Merci, messieurs. Très joli maillot encore, Bobo. Je viens de remarquer qu'il n'y avait pas l'étoile au-dessus du coq. C'est vraiment encore plus vintage. C'est 1994. Tu saches que c'est le premier maillot, enfin, c'est pas celui-là, c'est le premier pattern avec lequel a joué Zinedine Zidane. France-République tchèque. Tout à fait. Le 2-0. C'est celui de 93 alors aussi.
Pas sûr. Pas celui de 80. C'est celui Non. c'est le Poissard ou pas? Non, c'est pas celui-ci. Ok. Parce que j'ai pas souvenir de JPP quand Bon, j'y on est vais avec parce que ça. j'ai le Portugal qui a commencé et j'ai pas raté. Bon bah ok, salut tout le monde, on se retrouve très vite sur le plateau de la zone. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.